L'écho. 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 Des conférences. L'écho des conférences, l'émission qui vous permet d'assister aux conférences des rencontres Concertina, comme si vous y étiez. Écoutons les échos de l'atelier Psychiatrie, un lien historique avec l'art, ou comment la pratique artistique s'est invitée dans les hôpitaux psychiatriques dès le début des années 80. Le micro d'Ici l'ombre s'est invité à Bordeaux pour capter les échanges animés par Sylvie Gerbeau, ancienne directrice du 3 bis F à l'hôpital Montperrin d'Aix-en-Provence, et René Pandelon, ancien psychiatre à l'hôpital de Montfavet d'Avignon. C'est dans la chapelle de Jacques Martinengo, lieu atypique, atelier et galerie d'art, qu'a eu lieu la conférence. Elle abrite jusqu'au mois de septembre les peintures et sculptures produites à l'atelier Marie Laurencin à Montfavet. Je vous souhaite la bienvenue. Ces Concertina sont des rencontres festivals autour des enfermements. C'est la 2e édition. Quand cette aventure est née l'année dernière par un concours incroyable de circonstances, on va dire que des planètes se sont rencontrées entre toute une bande d'amis qui travaillent depuis des années et des années sur les enfermements au sens le plus large. Alors évidemment, le premier des enfermements auquel on pense, c'est la prison, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, en ce qui concerne la rétention, il y a la rétention administrative pour les étrangers, il y a les lieux de garde à vue, il y a de la rétention aussi dans les hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de gens qui sont hospitalisés sous contrainte, pas beaucoup, il y a des gens. Donc cette aventure des ateliers artistiques dans le champ de la psychiatrie, c'est une aventure qui est déjà ancienne maintenant et qui peut prendre des versions plus ou moins différentes selon la façon dont c'est animé. Donc nous avons le bonheur d'accueillir ici Sylvie Gerbeau, qui a dirigé pendant 30 ans une maison qui s'appelle le 3 bis F. Alors c'est souvent comme ça qu'on désigne les bâtiments dans les hôpitaux psychiatriques. Donc 3 bis, on comprend, et F, femmes. Je vois qu'il y a des connaisseuses. Et donc c'était le bâtiment où on enfermait les femmes, et puis on a eu beaucoup d'époques où on enfermait beaucoup de femmes. C'était plus pratique de penser qu'elles étaient folles. Voilà, je pense que Sylvie pourra en parler. Donc Sylvie Gerbeau a dirigé ce théâtre pendant 30 ans. Et je crois que tu as pris ta retraite il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Et René Pandelon, lui, c'est une aventure aussi de 30 ans, d'ailleurs, tiens. Il y a une similitude au moins là-dedans. Donc René Pandelon est celui qui a repris presque à sa naissance la gestion globale de ces 7 ateliers qu'on appelait la Fédération. Ça a un peu changé le nom, je crois. La Fédération, donc à l'hôpital psychiatrique de Montfavet. On dit Bondevergue encore, hein, je pense, c'est pratique voilà. Donc, qui est un hôpital à une forte histoire, extraordinaire histoire. La référence de Camille Claudel est celle qui est souvent utilisée, mais il n'y a pas que cette référence-là. Donc voilà, donc cet hôpital, effectivement, vous imaginez ces gros hôpitaux, comme on les construisait au 18e, au 19e, c'est une ville, c'est une véritable ville, avec sa chapelle, son église au milieu, son théâtre, enfin c'est une ville où résident de nombreuses personnes, mais où il se passe quand même des choses. Voilà. Donc je vous propose qu'on a d'abord, dans un petit temps, que René Pandelon et Sylvie Gerbeau nous parlent de leur maison. Alors je vais profiter du temps pour réparer un oubli aussi, c'est que remercier Magali Mazarche, qui est la personne qui fédère tout ce travail administratif au sein de l'hôpital de Montfavet, tous ces ateliers de pratique artistique, c'est important. Et remercier aussi donc Jacques Martinengo qui est ici devant moi, qui est celui qui a eu cette idée inouïe il y a quelques années d'acheter cette chapelle, qui était un temple méthodiste, et d'en faire et son domicile, on peut le deviner un petit peu, et son atelier de peintre, avec évidemment le prolongement qu'il fallait avoir, mais que tout le monde n'aurait pas eu, de faire aussi de cet atelier, chaque été, un lieu d'exposition. Donc il y avait l'été dernier l'exposition des toiles de Brigitte Snem, qui est une peintre autiste, qui produit un travail extrêmement puissant, extrêmement original. Et donc cette année, un certain nombre des artistes les plus en pointe, je ne sais pas comment on pourrait dire, de cet atelier Marie Laurencin de l'hôpital de Montfavet sont là. Donc Jacques, c'est une histoire incroyable. Alors, merci de nous accueillir.
J'ai toujours plaisir à raconter l'histoire du 3 bis F et sa création, parce que c'est vraiment le récit d'une aventure. C'est une aventure qui a été imaginée dans les années 80, donc à Aix-en-Provence. Il faut dire que les années 80, c'est une période de modification du fonctionnement de la psychiatrie en France, qui s'est modifiée dans l'idée d'aller au plus près des gens, d'une part, et d'autre part d'arrêter un peu les hospitalisations à vie. Donc, se sont créés les hôpitaux de jour et beaucoup de gens sont sortis des hôpitaux. Ça a eu un des effets de cette modification a été la disponibilité de locaux à l'intérieur des hôpitaux. Il y en a dans tous les hôpitaux de France, c'est comme ça. Donc à ce moment-là, c'était aussi une période très active, on va dire, de la psychiatrie, avec une modification quand même du regard porté sur la folie et des mouvements d'organisation des psychiatres nouveaux, quoi. Voilà. Donc à Aix-en-Provence, il y a un hôpital psychiatrique qui a la particularité d'être au centre-ville. C'est pas très courant pour les hôpitaux, en général on les relègue toujours un peu loin. Premièrement. Deuxièmement, il a une qualité, c'est qu'il est beau au niveau de son architecture. Il n'est pas du tout repoussant comme... Il y en a beaucoup qui sont concentrationnaires où c'est difficile d'y rentrer. Celui-là, non. C'est des beaux bâtiments qui font un étage et un parc et en plein centre-ville. Donc, je vous ai dit, c'était une ambiance assez dynamique. Et s'est créé donc un groupe de gens assez hétérogènes, aussi bien du personnel soignant que, c'est-à-dire des psychiatres, des psychologues, des infirmiers psy, enfin des gens qui travaillent dans le soin, dans la psychiatrie, que des artistes et des gens de la société civile, avec l'idée de créer un projet à partir d'une part de cette disponibilité de locaux et d'autre part en tenant à développer des principes de rapport à la folie nouveaux. Donc, idée par exemple de faire en sorte que l'hôpital appartienne à la cité, c'est-à-dire qu'il ne soit pas exclu de la cité comme la plupart du temps il est. Donc que l'entrée dans l'hôpital se fasse plus facilement et que ces mouvements-là soient possibles, en utilisant notamment le fait que cet hôpital est centre-ville. Donc, précisément dans cet hôpital, 2 pavillons se sont vus vides. Donc l'idée, ça a été d'en utiliser un pour recevoir des non-spécialistes, ne pas laisser la psychiatrie juste aux mains des spécialistes, donc faire entrer des non-spécialistes, en l'occurrence des artistes. Donc un des pavillons est transformé en lieu de résidence et le second, après des travaux faits par la direction de l'hôpital, en salle de spectacle, salle d'exposition, bureau, et puis maintenant même logement. Donc les artistes, il faut dire que, notamment à Aix-en-Provence, quand on connaît le coût du foncier à Aix-en-Provence, ils ont beaucoup de mal à trouver des lieux de travail. Et c'est fondamental pour un artiste d'avoir un lieu où travailler, quelle que soit sa discipline. Donc là, c'était une richesse qui tout d'un coup était à disposition. Et donc l'idée, c'était de proposer à des artistes de venir au sein de l'hôpital, développer leur propre travail de création à eux, soit de production, soit de recherche, mais en tenant compte du lieu où ils sont. Donc, sans leur demander d'être dans un rapport d'art-thérapie avec les personnes hospitalisées. Ce principe-là, il est fondamental du projet. C'est pas l'utilisation de l'art pour soigner, c'est la possibilité pour les personnes hospitalisées, aussi pour le public aixois local, de la même façon, de venir à l'intérieur de l'institution psychiatrique rencontrer des artistes en création, et ces artistes étant là en position d'ouvrir leur démarche et leur façon de travailler aux gens qui sont d'accord pour venir les rencontrer. Et ça prend la forme de cette rencontre, elle est laissée libre à l'artiste. La plupart du temps, c'est des ateliers de pratique artistique partagée qui sont proposés dans toutes les disciplines. Donc il y a aussi bien des arts plastiques que du théâtre, que de la danse, que de la musique, et les arts plastiques dans toutes leurs versions. Un des fondamentaux du projet, c'est de travailler à la modification du regard sur la folie, c'est-à-dire
voilà, travailler sur ce qui rapproche les gens, quel que soit leur statut ou leur état, plus que sur ce qui les différencie. Donc, les gens qui ont créé ce projet, moi j'étais pas au début, ils ont beaucoup travaillé sur les fondements théoriques, une base théorique sur laquelle construire le projet de telle sorte qu'il puisse durer, quoi. Et alors, il y a 3 grandes idées qui sont sorties de là, de ce travail en commun. Le troc, pour la première idée, la déségrégation, pour la seconde, et la troisième, qui s'appelle le non-thérapeutique a priori, enfin, qui sont appelés comme ça. Alors, le troc. Le troc, c'est l'idée de proposer aux artistes de venir, mais pas dans un rapport marchand de location d'espace, mais dans un rapport d'échange. C'est-à-dire, on te file de l'espace pour travailler, et en contrepartie, tu ouvres ton travail, tu permets aux gens qui viennent te rencontrer d'aborder ta démarche, de rentrer dans ton univers et de pratiquer avec toi. La déségrégation, pour la deuxième idée, c'est un concept plutôt géographique, mais ça parle tout seul, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait du lien entre la cité et l'hôpital, et que l'hôpital soit inclus dans la logique de la cité. Et le non-thérapeutique a priori, ça c'est une notion qui a beaucoup posé de problèmes au début de la mise en place du projet et de sa reconnaissance par l'institution, puisqu'on est quand même dans une institution qui est là pour soigner. Mais c'est quelque chose qui est très important en ce que ça définit la relation des gens entre eux, enfin du soignant et du soigné, pas par justement sa fonction. C'est-à-dire, les gens qui sont là, ils ne sont pas là en tant que soignants ou en tant qu'artistes ou en tant que personnes hospitalisées ou personnes suivies à l'extérieur en psychiatrie, etc. Ils sont là en tant qu'eux-mêmes, en tant que personnes. Ça veut dire, par exemple, c'est compliqué parce que du coup, on ne peut pas compter combien il y a de personnes hospitalisées qui sont venues, combien il y a de personnes de l'extérieur. Donc du coup, ça a des incidences sur les financements, tous les financements publics étant évidemment liés à des questions de quantification. Voilà. Néanmoins, l'association qui s'était créée pour ce projet-là a jamais lâché là-dessus et a toujours poursuivi ce mode d'organisation-là, c'est-à-dire que les gens qui viennent, c'est un lieu qui est ouvert tous les jours, pour venir pratiquer, pour venir rencontrer des artistes, et il n'est jamais demandé aux personnes qui elles sont. Elles jouent le rôle qu'elles veulent, si elles veulent raconter qu'elles sont hospitalisées, elles le font, si elles ne veulent pas, elles ne le font pas. Et du coup, ça change beaucoup le regard. Les personnes qui viennent de l'extérieur, c'est pareil, ils ne savent pas qui est patient, qui est... Et du coup, ça interroge sur la frontière, elle est où, moi je suis où dans cette frontière-là, de quel côté, du bon, du mauvais, voilà. Et ça travaille toutes ces images toutes faites qui se trimballent sur la folie. Voilà. Alors moi justement par rapport à ça, mon travail ça a été de faire en sorte que ce lieu qui comprend une salle de spectacle qui est vachement belle, pratique, une salle d'exposition, donc de faire en sorte que ce lieu existe à l'échelle d'Aix-en-Provence et puis un peu plus largement comme un lieu comme un autre, c'est-à-dire c'est un lieu culturel dans lequel le public est invité à venir soit pratiquer, soit être spectateur. Et c'est pas d'abord dans l'hôpital, c'est d'abord un lieu culturel, voilà, pour essayer justement encore une fois de travailler là-dessus. Donc ça veut dire un travail de partenariat avec les autres lieux culturels de la région, ça veut dire une circulation d'artistes qui vont, pareil, pour les artistes. Mon boulot, ça a été aussi de me mettre en relation avec des artistes qui viennent pas pour travailler sur le thème de l'enfermement ou de la psychiatrie ou de la souffrance ou de la folie ou de la pathologie. Non. Puisqu'on travaille sur ce qui est commun, l'idée c'est, bon, quand on est hospitalisé à un moment donné de sa vie, on appartient quand même au monde. Et de quelle façon appartenir au monde, notamment, par exemple, en rencontrant des artistes en train de travailler. Et si c'est pour les rencontrer travaillant sur la pathologie, c'est redondant tout de suite, quoi. Et d'ailleurs pour le public aussi, c'est-à-dire le fait de venir, c'est pas neutre du tout de rentrer dans un hôpital psychiatrique.
même si c'est beau, si cela, quand on rentre, il y a une lourdeur, sûrement différente pour chacun, mais quand même qui existe. Donc voilà, de quelle façon la travailler, en tout cas, ou l'alléger. Voilà, ce projet-là en est une des propositions. Et j'ai oublié de dire que les personnes hospitalisées qui viennent, elles ne viennent pas sur prescription médicale. Souvent, les ateliers de pratique artistique dans les hôpitaux, ça se passe comme ça, où le médecin dit allez pratiquer ceci ou cela. Là, c'est pas ça. Ils viennent librement. Les années 80, c'est les années aussi de l'avènement, enfin de développement d'un grand mouvement qui s'est appelé la psychothérapie institutionnelle. Voilà. Alors, le projet du 3 Bicef, il s'inscrit, on va dire, dans ce grand mouvement parce que c'était vraiment très dynamique, mais il ne suit pas complètement la définition de ce mouvement-là qui s'est développé dans d'autres hôpitaux et qui, pour le dire vite, avec comme principe de dire pour soigner à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, pour soigner quelqu'un, il faut aussi soigner l'institution qui le soigne. Voilà. Et du coup, ça positionne la personne hospitalisée comme acteur de son propre soin. Voilà. Donc avec une capacité du personnel hospitalier, on va dire, en termes d'image, à enlever la blouse, c'est-à-dire à être plus là en tant que personne qu'en tant que statut. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Après, je passe la parole à mon collègue. Merci à Jean-Michel de m'avoir invité à intervenir ici. Intervenir sous forme de dialogue, je ne vais pas vous faire une conférence. Ce que je vais vous dire, c'est que les ateliers, dont l'atelier Marie-Laurencin, c'est une expérience qui remonte à une trentaine d'années, 1989. Et c'est né de la rencontre, d'une part, j'arrivais à cette époque-là comme chef de service à Montfavet, et avec plein de gens qui étaient intéressés par l'apport de la création en psychiatrie. Par exemple, ici, il y a Nadia, qui a été quelqu'un qui a beaucoup contribué, qui m'a beaucoup aidé dans cette démarche. Et on s'était inscrit dans une démarche qui était déjà antérieure, qui est reposée sur deux pieds que nous avons abandonnés, ce qui nous a empêché de marcher trop vite. C'était que, soit les productions des malades mentaux, c'était la traduction de leur pathologie, donc c'est ce qu'on appelait la psychopathologie de l'expression. Tel dessin, ça veut dire que tel auteur a telle maladie. Et l'inverse, une approche psychanalytique, où était de dire que, comme faire Moïse de Michel-Ange ou le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, qu'une peinture, ça voulait dire quelque chose, ou un objet, ça voulait dire quelque chose. Et puis on a expérimenté, nous, une troisième voie qui a été de dire la création, c'est quelque chose qui est thérapeutique. Et on va essayer de réfléchir, de comprendre et de mettre en acte en quoi la création, c'est thérapeutique. Et ça a été ça le travail qu'on a mené pendant une trentaine d'années jusqu'à maintenant. Avec cette idée aussi que ce que nous mettions en pratique, il fallait que ça repose sur une théorisation. J'ai toujours été étonné en psychiatrie où plein d'expériences ont été faites, aucune n'a jamais été théorisée. Jouer aux boules, c'est thérapeutique, il n'y a jamais eu de théorisation là-dessus. Et ça fait que toutes ces expériences sont délitées, ont disparu. Et donc notre souci aux ateliers, ça a été de mener en parallèle une activité pratique et une activité théorique. Et il y a un séminaire qui s'appelle Psychose et Création, qui continue à fonctionner tous les mois avec tous les gens intéressés qui viennent dire en quoi la création, ça peut être thérapeutique. Partant de cette idée, et avec les rencontres que j'ai eues avec d'autres soignants, des intervenants extérieurs, etc., c'était que chaque fois que quelqu'un venait me voir en disant « on pourrait créer un atelier théâtre », je disais « d'accord, allez-y, créez-le ». J'ai toujours été fort, moi je ne sais rien faire, mais j'ai toujours été fort pour faire les choses aux gens. J'arrivais à leur dire eh bien, si vous voulez le faire, je suis là pour vous soutenir, je suis là pour vous aider. Moi je ne suis pas capable, mais on y va. Et c'est comme ça qu'on a ouvert petit à petit 7 ateliers, dont l'atelier peinture-sculpture qui est là,
un atelier danse, un atelier choral, un atelier écriture, un atelier chant et un atelier théâtre, je n'avais pas oublié. Donc cet atelier, j'aurais eu plus de personnel, peut-être j'en aurais 8, 9, 10, un atelier vidéo, un atelier autre chose, etc. Et donc le principe de fonctionnement de ces ateliers, il y avait deux principes de fonctionnement. Un, nous recevons tout le monde. Les ateliers au départ ont été créés pour les psychotiques. C'était le projet de départ. Rapidement, on s'est dit, mais pourquoi recevoir que des psychotiques? Les névrosés ont droit comme aux autres à la considération, même les dépressifs ou les bipolaires. Et donc on s'est dit, on va recevoir tous les patients. Et puis on a reçu des demandes de gens des normopathes avignonnais qui disaient, ça m'intéresserait de venir créer dans vos ateliers. On leur a dit, venez. Et on a inclus tous ces gens sur le même mode, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence d'accueil et ensuite d'accompagnement, que quelqu'un soit malade grave ou que quelqu'un n'ait pas de trouble apparent. Tous, il y avait le même entretien d'accueil, le même entretien de suivi, les mêmes propositions de création, etc. Et donc ça a permis, au sein de ces ateliers, de mélanger des gens d'origines différentes, d'origines psychiques différentes, si bien qu'actuellement, moi je n'y travaille plus, je continue maintenant à ne plus rien faire du tout, je suis carrément retraité, mais il y a à peu près un tiers de patients psychiatriques hospitalisés, un tiers de patients psychiatriques suivis à l'extérieur, et un tiers de personnes qui n'ont pas de lien officiel avec la psychiatrie, qui viennent à l'atelier Marie-Laurencin pour peindre et pour sculpter. Et dans les liens qui se tissent ensuite entre des patients très malades et des personnes qui apparemment n'ont pas de trouble, il se produit là aussi quelque chose de l'ordre de la création. L'idée étant que ce qui est thérapeutique, c'est pas l'art, ce qui est thérapeutique, c'est pas l'interprétation, ce qui est thérapeutique, c'est la création. Et la création, qu'est-ce que ça demande? Ça demande deux choses. Un, que ce soit une invention. Freud disait ad nihilo, à partir de rien. Et le deuxième point, c'est qu'il y ait une authentification au champ de l'autre, du grand autre. C'est-à-dire que ce qui est produit par la personne venant à l'atelier, que ça ait une reconnaissance officielle. Je vous passe le détail, imaginaire, symbolique, réel, c'est-à-dire que ce ne soit plus perçu ou reçu comme une manifestation pathologique, mais comme quelque chose ayant valeur de faire écho chez tout le monde à la jouissance perdue. Le fait de rencontrer une œuvre, si elle est réussie, si elle est créative, ça doit faire susciter chez l'autre ça. Ce qui a été, nous pensons, le cas avec les différentes actions qu'on a menées, aussi bien dans l'atelier Marie-Laurencin que par exemple dans l'atelier théâtre. Chaque année pendant le festival, nous jouons une ou deux pièces pendant le festival. Pour vous donner une ordre d'idée, sur les 30 ans, on estime à peu près à 6500, 7000 personnes qui sont venues aux ateliers. Chaque année, c'était à peu près 500 personnes. Sur les 500, il y avait 300 nouveaux. Pour les différents ateliers, l'atelier Marie-Laurencin étant celui qui recevait le plus, 250 personnes. Donc, ça représente une population très importante qui faisait qu'on accueillait tous ces gens-là. Pour ne pas faire trop long, je vais vous parler juste quelques mots de 3 personnes qui ont marqué l'atelier Marie-Laurencin, l'atelier de création, etc. La première, c'est le Christ de Montfavet. Le Christ de Montfavet n'a jamais été hospitalisé à Montfavet. Montfavet le regrette, l'hôpital, mais le village non. Le Christ de Montfavet, c'était le facteur du village. Un jour, il a eu la révélation, il était le Fils de Dieu. Et donc, il a commencé à pratiquer cette position difficile, à savoir Fils de Dieu. Et petit à petit, il a fait des disciples, il a fait des émules, de telle manière qu'à son décès, dans les années 75-80, je ne me rappelle plus la date, il y a eu jusqu'à 10 000 fidèles du Christ de Montfavet. Quand il est décédé, sa fille a pris le relais. Malheureusement, Fille de Dieu, ça ne marche pas. Donc très rapidement, la popularité du Christ de Montfavet a disparu. Mais à un moment donné, ça a été quelque chose de très important. Et c'est vrai que Montfavet, dans toute la France, avait cette connotation. C'est le lieu du Christ de Montfavet. La deuxième, c'est Camille Claudel, dont on parle beaucoup.
Camille Claudel, elle y est restée 30 ans en famille. Elle y est rentrée dans les années 1913, je ne vous dis pas la date exacte, jusqu'en 1944. Elle y a vécu 30 ans, elle y est morte. Et elle a toujours refusé de créer. Il ne fallait pas croire non plus que Camille Claudel était hospitalisée dans des conditions dramatiques, qu'on lui faisait payer, je ne sais quoi. Dans les premières années de son hospitalisation, elle avait des conditions particulières favorables. Chambre seule, aménagement de certains repas, promenade, une personne accompagnante, en permanence avec elle. Ensuite, les choses se sont dégradées, mais surtout, elle a toujours refusé de créer, en disant « tant que je serai hospitalisée, je ne créerai pas ». C'était sa manière, elle, de revendiquer sa liberté. Et il y a eu plein de tentatives. Tous les psychiatres de l'époque qui connaissaient, parce que c'était quand même Camille Claudel, avant d'être hospitalisé, c'était quelqu'un qui était connu. Donc tous les psychiatres de l'époque ont essayé de la faire créer, de lui porter de la terre, de lui donner des trucs. Elle a toujours refusé. Et puis la troisième personne, c'est Robert Nouguier. Robert Nouguier, vous ne connaissez pas, c'est le monsieur qui a fait les tableaux là-bas avec les ronds. Le tableau bleu, les deux de ce côté, celui qui était à la main. Robert Nouguier, lui, il y est resté aussi un certain temps à l'hôpital. Il y est rentré, il avait 3 ans. Il est rentré dans le service d'enfants à l'âge de 3 ans. Il en est ressorti 55 ou 57 ans plus tard pour aller en EHPAD. Donc il est passé de la pouponnière à l'EHPAD. En EHPAD, une aide-soignante avait remarqué qu'il aimait dessiner, qu'il aimait... Cette aide-soignante avait fait un stage à l'atelier Marie-Laurencin. Donc il nous a proposé de le prendre. Et Robert est venu peindre à l'atelier Marie-Laurencin. Et il s'est révélé être un peintre extraordinaire. Tissant un lien très particulier avec un des artistes intervenant à l'atelier. Quand il est arrivé à l'atelier, il disait « oui, non et beau ». Et donc maintenant, il a une trentaine, une quarantaine de mots, et en particulier centré sur son œuvre. Et il a même un regard critique. À l'atelier, je ne me rappelle plus le surnom qu'on lui donne, mais il promène dans l'atelier et il critique les œuvres des autres personnes en disant « pas beau ». Je ne vous ai peut-être pas dit, mais à l'atelier, on a toujours aussi favorisé le fait que les intervenants sont des soignants et des techniciens, des artistes, etc. En général, on dit les soignants vont avoir un rôle soignant, d'accompagnement, de soutien, gestion de l'angoisse, stimulation, etc. Les artistes vont avoir un rôle technique, d'aide, etc. Et puis en général, ce qui est intéressant, c'est que les patients font l'inverse. Ils vont se plaindre aux artistes et demander des conseils aux soignants. Mais le fait qu'on travaille ensemble, ça fonctionne quand même assez bien. Et donc, Robert a tissé des liens avec ces intervenants. Il a ensuite fait plusieurs expositions, et en particulier 2 expositions seules à Cadenet, la maison de retraite où il était à Cadenet, où vraiment il a vendu des œuvres qui va maintenant toujours très bien et relativement chères. Ce qui était intéressant, c'est que vous savez que les patients gravement malades bénéficient de ce qu'on appelle une allocation adulte handicapé. C'est-à-dire qu'ils ont un minimum pour vivre qui n'est pas très élevé. Quand Robert a commencé à toucher l'argent de ses ventes, j'ai reçu son assistante sociale qui m'a dit il faut faire quelque chose. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il me dit il gagne trop. Et comme il gagne trop, il va perdre la hache. Donc on a discuté en équipe, et bien on s'est dit puisqu'il perd la hache, il perd la hache. Et ça a été un des rares patients que j'ai vu renoncer avec son tuteur à son AH parce qu'effectivement, il n'en avait plus besoin. Donc pour vous montrer qu'à la fois, cet aspect thérapeutique est lié, et je terminerai là-dessus, à la création. Souvent, on me pose la question, ou on a posé la question à tous les gens qui interviennent, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, une opposition entre la création, entre un travail de théâtre, etc., et le soin? Nous, ce qu'on dit, c'est que le soin n'est soin que s'il est créatif. Et que ce qui est au cœur du soin, c'est la création. La relation, c'est inclus pour nous, dans la création. Créer, c'est faire en sorte que l'œuvre
ne devient œuvre de création que lorsqu'elle rencontre un tiers, lorsqu'elle est inclue, alors on dit dans des circuits d'échange, dans des circuits sociaux, dans des circuits d'argent, dans des circuits de reconnaissance, etc. Il faut pour qu'il y ait création, il n'y a pas de créateur qui ne soit inconnu. La psychiatrie, je ne sais pas si on retourne en arrière, mais disons qu'il y a un envahissement actuel de la psychiatrie par tout ce qui est de l'ordre de la chimiothérapie. C'est devenu une spécialité médicale pure et dure dans laquelle il n'est de salut que dans les traitements médicamenteux ou les physiques, etc. Et je crois que c'est pareil pour le 3 biceps, je crois qu'effectivement, ça a été une lutte. Mais je crois que le fait de pouvoir présenter des résultats, et en particulier à nos administrations, et je crois que ça a été pendant des années une lutte, je crois qu'elle n'est pas perdue. Moi je suis étonné, j'entends bien qu'actuellement on manque de personnel infirmier, on manque dans les hôpitaux, etc. Aux ateliers, on a toujours réussi, depuis maintenant plus de 20 ans, à conserver le personnel nécessaire pour faire fonctionner ces ateliers. Non, mais je dis ça parce que la psychiatrie, actuellement, la gestion, c'est une gestion comptable, c'est une gestion d'efficacité. Tout quantifié du temps. Avec la tarification à l'acte, du coup, voilà, comme dans les hôpitaux généraux. Voilà. Donc ça ne laisse pas la place à la rêverie, à la création, à la poésie, au plaisir. Ça. Alors il faut ruser, mais bon, moi je trouve que c'est de plus en plus difficile. Vous parlez d'un combat, d'une lutte pour justement installer, développer ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez eu à vous battre beaucoup contre la direction de l'hôpital, contre l'institution psychiatrique? Est-ce que vous avez été plutôt accompagné par l'institution pour lancer cette expérience? Moi, quand je suis arrivée en 91. L'association, le projet s'était créé en 83. Donc, je pense que le gros de la lutte m'a précédé. Et ensuite, après, les directions de l'hôpital ont changé. Donc, ça a fait partie, disons que le 3 biceps a fait partie de l'institution. Ce qui nous a quand même posé un problème, c'est que la lutte, ça demande de l'énergie, mais ça en procure aussi. Et quand tout d'un coup, il n'y a plus d'ennemis, on va dire, il faut trouver. Enfin voilà. Donc on a eu un petit moment de flottement pour continuer à être dans la lutte parce que il faut. Et vous ? Ce qui intéresse l'administration, c'est qu'il n'y ait pas de vagues, que tout soit tranquille, et qu'à la fin du mois ou de l'année, on puisse aligner des chiffres qui rendent compte du budget qu'ils ont eu, voilà, la fête, etc. À partir de là, il y a une certaine latitude que l'on peut trouver. En leur montrant que, par exemple, le fait d'avoir un atelier théâtre qui chaque année joue pendant le festival, qui plusieurs années de suite a un succès au festival, que ce succès au festival est rattaché à l'hôpital de Montfavet, le directeur, c'est quelque chose qu'il peut entendre. Et je crois que la création, c'est ça aussi. C'est utiliser les capacités de tous, y compris de l'administratif, parce qu'on peut supposer que l'administrateur a des capacités, pour créer quelque chose, inventer quelque chose. Et je crois que c'est pas vraiment un combat, c'est un jeu, c'est une dialectique qui fait que, à la fois, il faut pouvoir justifier de ce qu'on fait, parce qu'effectivement, on reçoit des budgets, il faut l'expliquer, les résultats qu'on a, le public qu'on touche, les effets que ça produit. Je crois que dans ce cadre-là, avec le 3 biceps, on a été plusieurs fois financé par la DRAC, parce que ce qu'ils faisaient a été quelque chose qui était reconnu comme ayant une valeur artistique et culturelle. Et donc c'était un financement qui n'était plus un financement de la santé, mais un financement de la DRAC. Nous qui n'étions pas dans cette démarche-là, on s'y inscrit en disant mais nous, on veut bien que la santé nous donne de l'argent, mais on n'est pas compte que la DRAC nous en donne, et on a monté des projets qui nous ont permis d'obtenir un financement de la DRAC. Monsieur Pendon, avez-vous une opinion sur ce qui va se passer dans l'avenir par rapport à l'hôpital psychiatrique et par rapport à votre travail, comment ça peut évoluer dans l'avenir?
une espèce de prospective en quelque sorte. Vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Comme disent les experts sur le sida actuellement qui passent à la télévision tous les soirs, on ne peut pas trop savoir quand même. Mais tout à l'heure, on disait que la psychothérapie institutionnelle, ça date des années 80. En réalité, c'est plus ancien. La psychothérapie institutionnelle, c'est après la guerre. Après la guerre, il y a des psychiatres, en particulier à Saint-Alban, dans Lozère, qui se sont rendus compte que le fait pendant la guerre d'avoir laissé certaines autonomies aux patients, d'avoir dit démerdez-vous, eh bien, ils étaient capables de vivre, de créer des choses, etc. Et donc il y a eu tout un mouvement où on a dit mais il ne faut plus que l'hôpital soit un lieu de concentration, mais au contraire un lieu de vie. Alors après il y a eu des choses qui ont été montées, qui ont été plus ou moins valables, mais voilà, il y a eu ça. Je crois qu'actuellement on est revenu dans une période plus ancienne où on dit l'important dans la psychiatrie, c'est le diagnostic et le soin médicamenteux ou physique. Je crois que ça, c'est une période. On commençait déjà à dire, oui, mais ça c'est bien, mais on s'aperçoit quand même que ça n'élimine pas tout un nombre de problèmes, qu'il y a des rechutes et des récidives. Et on appelle ça maintenant la médecine basée, centrée sur le sujet. Que si on fait une médecine individuelle, une psychiatrie individuelle, en s'intéressant pas simplement à la pathologie de la personne, mais à la personne elle-même, peut-être que ça évolue mieux. Et donc, commence, il me semble, qu'on retourne de balancier, comment ceci se mettre en place. Et je crois que ça va osciller comme ça. Après, comment ça va évoluer, je ne sais pas. Mais je crois que la médicalisation totale de la psychiatrie commence déjà à être derrière. Je m'interrogeais sur la formation des psychiatres, parce que je suis moi-même psychiatre, j'ai fait des études dans les années 80, et c'était une époque où on avait vraiment l'espèce de rêve, l'espèce de la projection, et là les jeunes psychiatres que je rencontre, ils sont formatés à penser les choses en termes d'efficacité et de rentabilité. Et je me disais quelle part prend justement le domaine de la créativité et du développement de médiation dans la formation psychiatrique, parce que moi j'ai rien eu à cette époque-là. Est-ce que vous avez pu développer des choses du côté de la transmission et du côté des études? Moi j'ai essayé de transmettre un petit peu par ce que je pouvais dire, ce que je pouvais mettre en place, et puis par ce séminaire dont je vous parle. Alors c'est vrai qu'actuellement, on est dans une période au niveau de la formation qui n'est pas d'une grande diversité au niveau des universités. Les dernières années où je travaillais à l'hôpital de Montfavet, j'ai eu des internes, dont un qui était un interne remarquable au niveau du travail, etc., qui n'avait jamais lu un livre de Freud. Jamais. Il n'y avait aucun psychiatre universitaire qui lui avait dit. J'avais un livre à l'époque qui s'appelait Freud pour débutants, c'était une bande dessinée. Je lui ai dit commence par ça. Et effectivement, ça l'a intéressé. Et voilà, ça c'était à l'université de Marseille. La psychanalyse, ça n'existait plus. Lorsqu'avec un ami qui est présent dans la salle, nous avons fait psychiatrie, à l'époque, on ne pouvait pas faire psychiatrie sans référence à la psychanalyse. Soit en faisant chacun une analyse personnelle, ce qui était peut-être la moitié des internes, soit au moins les autres étaient contre. Ils disaient c'est de la connerie, mais se positionner, etc. Actuellement, je ne sais pas si on en parle beaucoup dans les internats, c'est un peu ce que je regrette. J'en reviens au malheur de la psychiatrie actuelle, et je trouve que c'est dommage, effectivement, comme dit monsieur, qu'il n'y ait pas que tout ce que vous avez fait avec d'autres hôpitaux psychiatriques se mettent en réseau pour dire voilà ce qui existe. Et par rapport à la maladie mentale qu'on parle de vous, et d'autres, pour montrer combien la folie n'est pas si loin de nous, de chacun. Et je trouve que c'est dommage qu'on parle, ou alors je ne sais pas, mais il faudrait des réseaux, des forces qui s'allient pour dire, ben voilà, ce qu'on fait, ce qui se passe, comment ça se passe. C'est plus l'infirmier qui vient faire sa picouse, qui donne ses neuroleptiques et qui attache les gens. Vous voyez, je ne sais pas si je m'exprime bien. Il y a des contacts, des liens entre, je dirais une vingtaine d'hôpitaux en France autour de ces activités de création. Clermont-de-Loise,
Toulouse, Lyon. Et il y a aussi un travail en réseau. Il y a 2 associations françaises et une internationale qui fédèrent tous ces ateliers, à condition que les gens y adhèrent. Mais il existe comme ça un réseau qui regroupe bien une vingtaine d'hôpitaux. Ça fait partie de la déstigmatisation, et c'est vrai que ça c'est très difficile à faire. Et il y a des actions qui sont faites là-dessus, ce qui s'appelle par exemple les semaines d'information sur la santé mentale. Les prochaines sont en octobre, et le thème c'est l'environnement. Il y a ça, il y a par exemple une action faite qui s'appelle le Psycyclette, qui a eu lieu au mois de juin, je crois, où des gens aussi bien des parents que des personnes malades que des soignants font des parcours. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 parcours en France, pas mal de kilomètres à vélo, et qui s'arrêtent dans des villages, dans des villes. Et il y en a eu en Drôme il y a 2 ans, où il y a un Psycyclette qui est passé par Bulle-et-Baronnie, par Valence. Et ça, ce sont des actions qui sont peu connues, c'est vrai, mais qui permettent de montrer que quand on est malade, on est capable de faire pas mal de choses aussi, y compris des grands trajets à vélo. Et il y a aussi le psychodon qui existe. On peut de nouveau le regarder, je ne sais pas, cette semaine à la télévision. C'est 1 fois par an à l'Olympia, et où il y a des artistes qui viennent se produire, et où il y a des gens qui témoignent de leurs actions et de leurs maladies. Voilà. Donc il y a quelques actions comme ça, mais c'est très peu connu. Alors ce qui se passe aussi maintenant dans plusieurs villes, moi je peux parler que de la Drôme, il y a ce qui s'appelle les conseils locaux de santé mentale, qui regroupent, ça fait partie des conseils locaux de santé, donc, et qui regroupent des gens, des acteurs de terrain, y compris pour certains des patients, pour voir ce qu'il est possible de développer dans la ville, comment faire connaître justement aussi les troubles, déstigmatiser les troubles psychiques. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très difficile et qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a encore une image sur ce que c'est que la psychiatrie qui date de pas mal de temps, j'ai l'impression. Enfin, moi, je parle de ça parce que je suis membre d'une association qui s'appelle UNAFAM. C'est une association qui accueille, qui forme, qui soutient les personnes qui ont des proches malades psychiques. C'est une association nationale et qui a aussi des représentants dans les hôpitaux psychiatriques et dans d'autres structures qui sont des acteurs auprès du public de personnes malades psychiques. Et puis, il y a des reportages qui ont été faits, je pense. Allez voir sur le site de l'UNAFAM, je pense que vous aurez quelques informations supplémentaires. Oui, moi je voudrais revenir un peu sur le rapport entre les patients, les résidents et l'acte de création. Et vous interroger un peu, compte tenu de votre expérience, sur le fait de savoir si ce sont des personnes qui ne pouvaient créer que dans le cadre de l'institution psychiatrique, ou si ce sont des personnes qui, par ailleurs, en dehors du cadre psychiatrique, ont continué, quand ils en sont sortis, de s'adonner à la peinture et de créer. Est-ce qu'il y a là une réalité spécifique au fait d'être encadré psychiatriquement pour pouvoir s'adonner à un acte de création ou pas, en fait? L'idée de ces ateliers, ça a été au départ de se dire il ne faut pas que toute personne qui aurait envie de créer ne puisse ne pas le faire. D'où l'ouverture de ces ateliers. Alors, ensuite, effectivement, dans cette approche théorique dont je vous ai parlé, on s'est posé des questions comme ça. Est-ce que, par exemple, une œuvre faite à l'atelier entre celui qui l'a faite, les liens qu'il peut avoir avec l'artiste intervenant, un infirmier, est-ce que c'est une œuvre de collaboration? Est-ce que c'est une œuvre collective? Est-ce que c'est une œuvre singulière? Et effectivement, ça fait partie du travail d'individuation. Il y a des personnes qui ne créeraient jamais s'il n'y avait pas à un moment donné quelqu'un qui venait les étayer, leur permettre de. Mais effectivement, ensuite, va se poser la question de la séparation, etc. On a de nombreux patients qui sont venus aux ateliers, qui actuellement créent de leur côté sans avoir plus aucun lien avec nous,
et d'autres qui ont trouvé des emplois dans la création. Voilà. Je pense par exemple à un patient qui actuellement est gardien dans un musée à Avignon, au musée du Petit Palais. Je suis allé plusieurs fois voir le musée dont je l'ai rencontré. Il est extraordinaire parce qu'il fait passer dans sa manière de surveiller le musée quelque chose dans la création. C'est pas le type assis sur la chaise qui dit pas un mot. Il se lève, il explique aux personnes qui viennent ce que c'est telle heure, etc. Donc il y a à partir de ce travail d'étayage, à un moment donné, effectivement, il y a un travail de séparation qui va permettre d'exister. Ça ne marche pas à tous les coups, mais on tend à ça. L'idée que nous avions aux ateliers, c'était de dire que, en dehors du fait, bon, s'il y avait le temps, je vous parlerai de Van Gogh, mais on n'a pas trop le temps, la création, c'est à la fois quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, suppléance imaginaire. Van Gogh disait « je veux être un peintre parmi les peintres ». Ensuite, il y a une suppléance symbolique, c'est-à-dire la capacité d'utiliser des signifiants communs à tous, au niveau aussi bien de l'écriture que de la peinture, etc. Et puis, il y a une suppléance réelle, qui est celle d'exister sans que ce soit quelque chose de dissible, mais c'est celle d'être là. Et bien ça, certaines personnes y arrivent, et en particulier, c'est ce qu'on a travaillé au niveau de l'idée du style. Le but asymptotique dans notre travail, c'était de permettre que les gens acquièrent un style. Sachant que le style, c'est à la fois ce qui est le plus commun, on parle du style Louis XIII, etc., mais à la fois le plus individuel. Avoir du style. Il y a un patient, bon, Nouguet, ça peut être le cas, mais je vais passer à un autre. Un jour, on avait exposé dans le lieu de soins où il était hospitalisé des tableaux. On avait décoré tout le pavillon d'hospitalisation avec des tableaux de toutes les personnes qui avaient été hospitalisées dans cette unité. Vernissage, comme on fait d'habitude, etc. Une nuit, il y a un vol. Et 2 tableaux disparaissent. Et donc le lendemain, l'infirmier dit « il faudrait que vous voyiez Richard, parce que ça va être la catastrophe, etc. » Donc je vais le voir, je dis « cette nuit, on a fauché 2 de vos tableaux. » Il me dit « est-ce qu'on en a pris d'autres ?» Je dis « non, on n'a pris que les 2 vôtres. » Et ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Toutes les ventes qu'il avait fait avant, tout ça, c'était pas... On avait volé ces 2 tableaux. Voilà. Je crois que c'est un peu la réponse que je peux faire à votre question. Voilà vers quoi on tend. Essayer à la fois d'étayer, de se séparer et de leur permettre d'acquérir quelque chose. Mais bon, ça ne marche pas toujours. Souvent. Une année, on a joué au Festival d'Avignon, vol de cédonier de coucou. Les 2 premières après-midi de la pièce, il y avait 4 couillons. Le bouche à oreille a fonctionné. Ensuite, la pièce a été pleine tout le long. Faire dans le off une salle pleine à Avignon de 100 personnes, vous imaginez, il s'était passé une chose. Les gens au début étaient venus pour dire on va voir les fous jouer les fous. Et ensuite ils étaient venus voir la pièce, parce qu'effectivement cette pièce, c'est une pièce qui tenait le coup. Et là, effectivement, les patients étaient transformés. Non, j'avais juste une question, c'est que dans la tête, l'hôpital de Montpellier, c'est un hôpital de une unité fermée. Enfin, et il y a toujours ce pôle-là. Au sein de Montpellier, historiquement, il y avait un service difficile. À l'époque, il y en avait 4 en France. Il y avait Montfavet, il y avait Villejuif, Sarreguemines et Cadillac. Actuellement, ce type de service, il y en a 10 en France. Ça, c'est le passage d'un président qui s'appelait M. Sarkozy, qui a trouvé qu'il n'y en avait pas assez, donc il en a fait un peu plus. Par contre, c'est souvent des services de capacité réduite, et puis sachant que les femmes et les hommes ne sont pas égaux devant la violence, puisqu'il y a 2 unités de femmes pour 10 unités d'hommes. Vous êtes beaucoup moins dangereux que nous, vous savez au début. À Montfavet, il y a toujours ce service existe toujours. Ce qui est un peu singulier, il faut que je l'avoue, c'est que les dernières années de ma pratique, j'ai eu une pratique schizophrène. C'était la moitié de mon temps, j'étais chef de service des malades difficiles, et l'autre moitié de mon temps, mais officiellement sur ma feuille de paie, j'étais responsable des ateliers. Et donc j'ai essayé aussi, au niveau
de ce service de malades difficiles, d'introduire, par exemple, de supprimer le passage. Chaque fois qu'un patient rentrait, il avait droit à une semaine de chambre d'isolement pour l'observer. Je disais, qu'est-ce qu'on va observer quelqu'un en chambre d'isolement? Son comportement en chambre d'isolement. Voilà. Au bout d'une semaine, ça ne sera pas plus avancé. Donc supprimer des choses comme ça, supprimer des attaches, supprimer... Voilà, ça a pris du temps. Le service a beaucoup évolué. Mais effectivement, alors, qu'il y ait nécessité de quelques lieux, de quelques services, de quelques unités fermées pendant quelque temps, moi je le pense. Mais pas, comme on disait autrefois, où les gens restaient des années. Il y a même eu une année où une pièce jouée au festival, deux des personnes qui la jouaient étaient un patient, mais hospitalisé pendant la durée du festival à l'unité de malades difficiles. Donc ils sortaient, ils jouaient et ils rentraient à l'unité de malades difficiles. Au début, ça avait un peu inquiété le directeur. On va avoir encore un peu de temps à rester dans l'exposition, éventuellement à échanger de manière plus informelle. Je voulais revenir peut-être pour conclure sur cette expression que je déteste également autant que toi, l'art-thérapie, mais c'est parce que tout simplement, je crois que les décideurs savent plus placer leur pensée au bon endroit. Si je devais décaler la pensée, c'est dans un lieu par exemple qui est chargé d'accueillir des personnes en très grande précarité, les deux supports auxquels on pense toujours, c'est un toit pour dormir et une assiette avec quelque chose dedans. Personne ne va contester ça. Sauf que là, je ne vous parle que du corps. Et de parler d'autre chose que du corps dans ces lieux-là, d'un seul coup, on se rend compte que, effectivement, c'est au moins aussi important. Je ne veux pas prononcer le mot âme parce qu'il pourrait être suspect, mais l'esprit, tout simplement. Donc, ce rapport au quotidien avec la nourriture ou avec un toit, il doit y avoir aussi un rapport au quotidien avec l'art. Donc, l'art-thérapie, ce serait juste acceptable si on veut bien considérer, c'était un peu sous-jacent dans plusieurs interventions, que nous serions tous fous. Je crois qu'il y a des psychiatres qui défendent ça. Hein. Nous serions tous fous, mais que nous arrivons à gérer plus ou moins bien, et avec nos capacités personnelles et nos capacités propres, c'était cette folie. C'était un peu ce que j'entendais tout à l'heure. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, oui, l'art-thérapie, non, mais cette présence de l'art et de la beauté et du sensible dans le quotidien d'un être humain est aussi important que de manger et dormir, tout simplement. C'est pas compliqué. Et quand on parle des publics éloignés de la culture, on pense, je sais pas, aux gens moins cultivés que d'autres, aux gens qui vivent dans des quartiers défavorisés. Je crois que vraiment les publics les plus éloignés de la culture aujourd'hui, ce sont les décideurs, ce sont les élites. Et c'est bien ça qui fausse complètement tous les processus. Et heureusement que les DRAC se sont intéressés aux travaux de Montfavet ou du 3 Bicef ou d'autres. Les DRAC, c'est les directions régionales des affaires culturelles, pardon. C'est un peu jargonneux peut-être pour certains. Voilà, donc le ministère de la Culture, disons. On en reste là pour notre parole collective et un peu formelle avec le micro. Merci à vous. Vous venez d'écouter une émission réalisée par Radio d'ici. L'écho. 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 Des conférences. L'écho des conférences, l'émission qui vous permet d'assister aux conférences des rencontres Concertina, comme si vous y étiez.